Mais c'est vrai aussi que il y a des tyrans de 2-3 ans incroyables. Ils sont incroyables. Pas le pot, pas la soupe, tais-toi, non, je me jette par terre, je me gueuler comme un putois. Tout le monde croit qu'on l'a battu, quoi, tu vois. On a envie d'ailleurs, hein, malgré la loi qui vient de passer. Hein. Et c'est un sujet qui concerne quoi? L'éducation, la psychiatrie, les deux? Je crois que ça concerne, c'est curieux ce que je vais dire, ça concerne la démocratie familiale, quoi. Ça concerne le fait que les parents ont fait tellement de progrès les pères, par exemple, purée, les pères actuels, moi je sais, mon gendre me fait honte, quoi. Chaque fois que je le vois avec ma petite fille, je dis, il est merveilleux ce type. Pourtant, il est de Strasbourg, il est exotique. Enfin, je dis, incroyable ce mec, ce qu'il est gentil. À tel point que moi, l'autre jour, je me suis disputé avec cette petite fille. Elle s'est mise à gueuler, il est méchant, papier, etc. Je dis, non, je suis normal, tu me casses les pieds, tu me casses les pieds. Et je me disputais avec elle. L'autre est arrivé, allez, viens, il a pris dans ses bras. Je me suis tu, j'ai plus le droit là, au chapitre. Mais en même temps, je m'en fous, je l'ai allumé. Je vais pas me laisser faire à part un truc de 3 ans et demi. Tu vois, fut-elle ma petite fille. Donc, je veux dire, il y a cette particularité aussi que les parents veulent être de bons parents, alors que nous, on était des parents moyens, quoi, quelconques. Et ils veulent aussi que leurs enfants soient heureux. C'est un truc curieux. Tu peux pas être toujours heureux. Le malheur, les malheurs, les difficultés te constituent. On le voit bien. Les parents veulent plaire à leurs enfants aussi. C'est un truc très curieux. Si on réfléchit, c'est normal qu'ils nous aiment puisqu'on est leurs parents. Tu vois, je veux dire, on n'a pas à faire d'efforts normalement. Je veux dire que, je sais pas. Une fois, moi, il y a longtemps, à notre fille, je sais pas ce que on parlait, et puis je lui ai dit à un moment donné un lapsus incroyable. Je dis, mais moi, je me voudrais comme père. Puis c'est vrai d'ailleurs. Alors donc je lui ai balancé ça en me rendant compte, mais tu te rends compte de ce que tu dis? C'est-à-dire que on veut plaire à nos enfants, et donc quand on veut plaire, quand il y a de la séduction, il y a aussi parfois de l'érotisation, de la dissimulation, de la difficulté, des sentiments de rejet, des histoires comme ça complexes ou quoi qui apparaissent. Et c'est pour ça que très souvent, je prescris la séparation une fois par semaine chez les grands-parents, chez des amis. Je veux dire, actuellement, je le vois sans arrêt en consultation. Bon, quand il m'amène un petit enfant en consultation, ou un écolier ou un adolescent, c'est quelque chose qui va pas bien. Donc, je commence toujours par m'adresser à l'enfant, même au bébé. Hein. Je dis, pourquoi tu viens me voir? Alors les parents sont étonnés. L'autre jour d'ailleurs, à ce propos, il y a une chipie qui faisait caca que dans les couches et qui voulait pas aller au pot, etc. Et je commence à lui dire, dans le fond, tu vas accoucher d'un bébé caca, tu es dégueulasse. Je parle au bébé. Les deux parents étaient étonnés. Ils ont dit, on est venu voir un fou, quoi. Enfin. Et la petite, elle, par contre, tu vois, avait les deux yeux plantés dans les miens et écoutait tout. Alors elle ne comprenait pas mes loufoqueries. Bon, ce que je pense de la rétention, de l'encoprésie, ça c'est des trucs de psy. Mais n'empêche qu'elle comprenait que je lui parlais de son caca, de sa rétention, du fait qu'elle ne voulait pas aller au pot. Gosse de 3 ans, 4 ans. Donc je fais ce discours et je dis, bon, maintenant je crois que tu as compris, et tes parents vont te mettre sur le pot, puis comme ça, à des heures fixes. Puis maintenant, comme tu es en moyenne section de maternelle, il y en a marre, t'es dégueulasse, et c'est plus possible, etc. Bon. Et c'est pas sale, et tu joues pas, et voilà, tu me fais pas le cinéma habituel d'une pré-encoprésie. Les parents partent un peu étonnés, sans doute, sauf que ils téléphonent à ma secrétaire et amie en rentrant chez eux, et ils disent, dites à Ruffo, quand on est rentré à la maison, elle a dit, je vais aller au cabinet. Elle a tellement été choquée par mon intrusion dans son système inconscient et psychique, enfin, de souffrance par régression. Elle a vu aussi un petit frère, tout s'explique. Le drame dans la vie, c'est d'avoir un frère ou une sœur, et ça, c'est un des drames potentiels. Avec les parents qui disent on les aime pareil. Je vous raconte une histoire, immédiatement. Il y a longtemps, la gosse, d'ailleurs, j'espère qu'elle n'est pas dans la salle, elle est à Bordeaux. Je vois
une jeune fille mutique qui ne parle pas à l'école, qui ne parle pas au psy, donc, et qui ne parle pas, parle en famille à son père. Elle a perdu sa mère. C'est un élément majeur, évidemment. Et on part sur l'histoire du deuil sidérant de cette petite fille. Mais les années passent, elle rentre en CP, elle ne parle pas, et puis ça continue, elle ne parle toujours pas. Et voilà-t-il pas que son jeune frère se met non plus à pas parler, une épidémie, quoi. Alors que lui, quand sa mère est morte, il avait quelques mois, donc il est couvert par l'amnésie infantile. Il peut pas avoir vécu la mort de sa mère, il a vécu l'absence de l'interaction, mais il n'a pas vécu la mort de sa mère, comme cette petite fille qui avait 6 ans à l'époque de sa mère, donc à l'âge où les enfants, justement, ont l'idée de mort. Dans le développement de l'enfant, il y a l'espace, la motricité, le rang, le bonhomme, et puis le temps. Le temps, quand je serai vieille, quand tu seras vieille, quand je me marierai, etc. Le temps. Et donc ça continue et ça surtraîne, quoi, tu vois. Alors on la met dans un établissement génial, dans le Haut-Var, un truc fabuleux, avec des enseignants détachés qui lui font suivre une scolarité. Et jusqu'en 3e, donc à 14 ans, quoi, 13 ans, elle ne parle pas, quoi. Puis la limite de l'établissement est acquise, puis elle sort, et je perds sa trace. Puis les années passent, et je reçois un coup de fil. Allô, bonjour, Ruffo. Ruffo. Je dis pas son prénom, c'est dans la salle, purée. Donc, appelons-la Elodie. Oui, c'est Elodie. Vous vous souvenez de moi? Je parlais pas, donc déjà... Je dis calme-toi au téléphone. Ça. Oui, bien sûr que je me souviens de toi et je me souviens aussi de ton frère. Vous savez ce que je suis devenu? Je dis non, psychologue. Et je vis à Bordeaux avec un pédopsychiatre qui est très jaloux de vous. Je dis, c'est bon signe, je dis. Et alors, je dis, mais... Et elle me dit, et je voudrais, maintenant que je suis psychologue, que je m'occupe d'enfants, vous expliquer pourquoi je parlais pas. Et alors, tu vois, je me vois au téléphone, je dis pourvu que ça coupe pas, pourvu que ça coupe pas. Et elle me dit, ben, ma mère est morte, comme vous le savez. J'ai toujours pensé que c'était la clé de l'explication, mais j'avais pas d'explication. Et elle me dit, et mon père et moi, avec mon jeune frère, tous les soirs, quand je rentrais à la maison, quand vous essayez de me faire parler, on se mettait autour de la table, on mettait les mains sur la table, et mon père disait, taisez-vous, maman va nous parler. Merci Elodie. L'importance aussi du tout et n'importe quoi. Comment ça révèle aussi une fragilité. Quand un adolescent croit ce qu'il y a sur la toile, c'est pas très bon signe. Quand il n'est pas critique, c'est un signe clinique. C'est pas une addiction. Et puis quand tu addictes des jeux vidéo, c'est que tu n'es pas à l'aise dans la réalité du jeu social, du jeu relationnel. En même temps, quand on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis réels. Hein, il faut le savoir, ça a été démontré. Puis moi, je suis désolé, je m'adresse aux garçons dans la salle. Si à l'adolescence, tu as une fille ravissante à laquelle tu n'as pas envie de parler, tu peux pas parler, tu lui envoies un texto ou un truc, mais sur réseau social, c'est génial. C'est génial, c'est purement génial. Il y en a une qui m'a téléphoné là de Miami. C'était une gamine quand on avait 16 ans qui était la plus belle de ma ville. Et moi, j'en avais peur tellement elle était jolie. Et là, elle m'appelait de Miami, mais c'est tard. C'est tard. Vous voyez, c'est tard. C'est tard. À l'époque des réseaux sociaux, ça aurait été mieux. L'autre jour, moi, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Je vois un gosse un peu pénible, mais comme tous les adolescents, quoi. Et lequel s'avance pas. Il me dit, écoutez, Ruffo, on va être sérieux maintenant, je vais vous envoyer ma fiancée. Je dis, pourquoi là, on n'est pas sérieux, là. Je te vois à 18h 2 fois par semaine, on ne branle rien, quoi. Il dit, oh, ça avance pas beaucoup. Mes parents disent que ça sert à rien. Je dis, d'accord. Amène-moi ta meuf. Alors il arrive, et la petite, au début très défensive, puis elle me dit, écoutez bien, hein, on est là dans mon bureau, tu vois, c'est 19h, tu vois. Puis elle me dit, Ruffo, je voudrais que vous m'aidiez à mourir. Je dis, pardon? Je suis pas là pour ça. Hein, Elle me dit, oui, mais
il faut que vous compreniez, j'ai un cancer de l'ovaire. Vous croyez vraiment que j'ai une chance alors qu'il m'opère pas et que je suis sous chimiothérapie? J'ai été bouleversé, quoi. Bouleversé, je dis, écoute, on va se revoir et je suis content que tu aies fait l'effort de venir parler de ça. Et je suis pas sûr qu'elle revienne. Je suis pas sûr. Parce que mon émotion a montré ma fragilité aussi. Mais je pouvais pas ne pas être ému devant cette gosse à 17 ans qui va mourir de ce tueur silencieux qu'est le cancer de l'ovaire. Bah, le psy, c'est pas un mec en béton armé, quoi. Et mon émotion était gênante parce que c'est elle qui vient, c'est pas moi qui viens en consultation. Or là, je me suis mis en consultation avec elle. J'ai basculé vers quelque chose qui était, vous faites, aide-moi à supporter ce que tu dis, alors que c'est moi qui dois supporter ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est une maladresse d'émotion, de sensibilité, mais et alors c'est drôle. Voilà, je viens de comprendre, c'est drôle la psy. Hein. Je suis allé sur le tombeau de mes parents l'autre jour à la Toussaint, comme tout le monde. Et donc c'est à Saint-Anne-des-Venos, c'est un joli tombeau. Où bientôt je saurai, tu vois, c'est bien. Je sais. J'ai même fait un trou. J'ai même fait un trou dans le tombeau. Je leur passe des articles de presse quand il y a un truc élogieux. Il y avait un bel article sur Le Monde il y a quelques mois. J'aurais fait lire, tu vois. J'ai dit passez, lisez ça. Regardez votre petit. Bon. Et puis comme ça, quand je flotterai dans le monde plus tard. Alors donc et là je passe au Bossé. C'est avant le village. Et là il y a un garage. Ça s'appelle Chilin, tu vois. Et je sais que quand j'étais interne, il y avait un enfant de cette famille leucémie qui est mort, quoi, tu vois. Et j'ai pas oublié. J'avais suivi cet enfant, discuté avec la famille, et donc comme une cicatrice psychique qui marque ma destinée, quoi. Tu vois, et donc, et c'est vrai que à l'époque, qu'est-ce que je devais être incompétent? Enfin, je me rappelle, j'étais interne, tu vois. Donc je comprenais rien, quoi. On est honnête. C'est les patients qui forment les psys, hein. C'est pas les profs de psy. Moi, je signe des diplômes, mais je sais très bien que les patients vont les former, hein. Dans le fond, c'est quoi le toc, la répétition, l'obsession? C'est en fait lutter contre l'idée du temps qui passe et la mort, quoi. L'obsédé reprend quelque chose de ritualisé, une manie, et donc comme ça. D'ailleurs, il y a un truc que vous devriez faire de manière expérimentale. En rentrant ce soir, ceux qui vivent en couple, vous mettez à la place de la personne avec qui vous vivez. Vous allez voir la réaction. Dans le lit, vous changez, tu vois. Vous dites, j'en ai marre de ton rituel, je dors toujours là. Ça va être un désastre. Après, vous dites que c'est moi. On est pétri de rituels. Ah, d'accord. Et est-ce que vous expliquez ça aussi parce que nous avons un autre rapport au temps? Oui. On a le temps. Bon, ça, c'est ma formation par un grand patron phénoménologue, quoi. Le temps vécu, Bieswanger, Tatossian, etc. Et on a un temps qui est différent. Le temps est une captation, une représentation psychologique qui est différente selon les périodes de notre vie. Rappelez-vous les grandes vacances quand vous étiez petit. C'est incroyable ce que ça durait. Regardez l'été comme ça passe vite. Là. Purée, il a commencé, tac, il est déjà fini. Quoi. Donc le temps qui avance accélère le temps. J'étais en Corse là, avant de venir ici et je vais acheter des carrelages. Et le type, bon, j'achète des carrelages pour une tour pisane toute beauté là. Bon, enfin bref, et j'achète des carrelages. Et le type il me parle de ces carreaux, il me fait. Donc j'écoute, je comprends rien, je fais semblant de m'intéresser. Mais... Puis il me dit mais je vous connais. Je dis bah, peut-être que vous m'avez vu au bar ou sur la plage, etc. Et puis il me dit. Et puis, il parle de psychiatrie. Je dis, ah oui, ce que je fais. Ah, il me dit, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Je dis, rien, j'achète des carreaux.